Quand on regarde Haïti, on voit vraiment qu'il s'agit d'un peuple qui se débat avec l'énergie du désespoir pour assurer sa propre continuité, pour assurer sa propre survie. Je pense que peut-être même, si on faisait les comptes, les Haïtiens qui vivent à l'étranger ont encore plus besoin d'Haïti que les Haïtiens qui ont la douleur, la difficulté de vivre Haïti au quotidien. C'est comme si il y avait les Haïtiens qui vivent à l'étranger ont besoin, comme tout Haïtien, qu'Haïti continue d'exister. Plus on est improbable, plus on doit s'imaginer vivant pour continuer à exister. Et Haïti n'a pas cessé de le faire depuis sa fondation. C'est-à-dire que c'est assez improbable qu'un pays qui vient d'être fondé donne naissance à la première revue littéraire et scientifique des Amériques. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé en Haïti. Aujourd'hui, à Haïti Inter, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Stéphane Martelly, qui est à la fois peintre, traductrice, enseignante, mais surtout poète. Elle est d'ailleurs finaliste du très prestigieux prix du gouverneur général du Canada, qui est la plus haute distinction de lettres canadiennes, qui pourrait déboucher donc sur la consécration de son œuvre, en particulier en récompense de cette œuvre dont nous allons parler aujourd'hui, Mourir est beau, qui est un recueil remarquable avec des vers d'une limpidité, d'une force où, après lecture, j'ai le sentiment que émergent trois grandes inspirations: l'amour, le courage et la lucidité. Mais amour, courage et lucidité se présentent comme un triptyque qui est aussitôt contrebalancé par un autre triangle, un triangle mortifère, celui de la mort, du désespoir et d'une sorte d'obsession confinant à la folie. Et la conciliation de cette trilogie se fait avec une puissance vocale, une hauteur de vue et surtout une saveur de la langue que je vous invite à découvrir avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphane Martelly. Bonjour Jean-Marie, merci de me recevoir. C'est vraiment un immense plaisir et un honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous, Haïti Inter, pour nous parler de ce très beau livre que j'ai lu, que j'ai dévoré vraiment avec délectation et qui nous parle d'un univers poétique qui n'est pas du tout habituel, auquel on n'était pas du tout préparé. Et j'aimerais savoir comment naît un recueil comme Mourir est beau, parce que nous, comme Haïtiens, Mourir est beau, c'est quelque chose que nous chantons, c'est un élément de la dessalinienne, n'est-ce pas? Oui. Et qui parle justement de courage, d'amour et de partage, en même temps de désespoir et de mort. Comment est-ce que l'on concilie ces deux extrêmes? Eh bien, Mourir est beau, c'est aussi, comme pour vous peut-être, pour moi aussi, ça a été l'aboutissement d'une très longue démarche de création. C'est une des premières idées qui ont abouti à l'écriture de ce livre, date d'au moins 6 ans, probablement davantage, plus 10 ans. Mon intention, c'était d'abord, effectivement, d'isoler cet élément très surprenant quand on l'isole de l'hymne national haïtien. On ne s'arrête pas toujours sur cet élément parce qu'en tant qu'haïtien, on sait très bien qu'il est inclus dans une plus longue phrase pour dire pour la liberté, pour la fondation de la patrie, mourir est beau. C'est-à-dire que ce sont des cadeaux, des prix qui méritent qu'on les défende jusqu'à la mort. Hein? C'est le sens de la dessalinienne. Mais moi, j'ai isolé Mourir est beau parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une grande audace d'inclure ça dans un hymne national pour un peuple. Je voulais y réfléchir et je voulais plus généralement réfléchir à cette question de la mort autour de la poésie des poètes afrodescendants dans les Amériques. C'est devenu un véritable projet de réflexion et c'est devenu aussi une véritable démarche à la fois de défense de la vie, mais aussi de deuil, profondément de deuil. Donc à la fois esthétique et politique, pourrait-on? Oui, conceptuel, parce que l'intention de départ, c'était de réfléchir, d'essayer de comparer en fait la mort telle qu'elle est vécue, telle qu'elle est écrite par des populations afrodescendantes, qu'elles soient en milieu majoritaire comme Haïti, dans les Amériques,
ou vraiment c'est ce que je viens de décrire par rapport à la Dessalinienne, que c'est comme ça que c'est entendu. Qui est une démarche héroïque. Qui est une démarche héroïque, qui est une démarche hegelienne aussi de renversement de la mort vers la liberté, mais aussi de penser à toutes ces petites morts disséminées sur le continent nord-américain, j'inclus donc les États-Unis et le Canada, qui sont disséminées apparemment au hasard à des populations noires de manière toujours brutale, inattendue, mais répétitive. En fait, cette idée m'est venue à partir de commentaires qu'une ancienne codisciple de classe à moi avait fait sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était après la mort de George Floyd. Elle avait dit, mes amis, les Afro-Américains devront y prendre garde parce que j'ai l'impression qu'on les tue un à un. Cette image-là, hein, d'une sorte d'exécution lente que rien ne peut arrêter. Alors je voulais interroger ces deux versants. Comment est-ce qu'on vit et comment est-ce qu'on peut écrire, comment est-ce qu'on peut penser et imaginer dans un espace où finalement la mort est la promesse faite aux populations afrodescendantes, une mort presque banale, et dans un autre espace où au contraire une population afrodescendante s'empare de cette idée de la mort pour créer la liberté. D'accord. Donc il y a quand même le paradoxe de deux situations où d'un côté c'est une mort choisie et de l'autre c'est une mort qui est subie. Oui. Au début, c'est comme ça que ça s'est présenté, mais après, bien sûr, les choses s'interpénètrent et puis se confondent. Ce n'est pas assez simple, évidemment, dans la situation haïtienne, où toutes les morts qui sont infligées à la population haïtienne, évidemment, ne sont pas choisies. Et ce n'est pas si simple non plus dans l'espace nord-américain, où finalement, on a, en tant que groupe minoritaire, des populations noires qui ont réussi, contre toute attente, à créer une culture originale, à créer un langage, à créer une musique, une vraie vie, malgré toute cette pression mortifère et cette nécropolitique qui devait les conduire à la disparition et à l'effacement. Alors maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment se fait le passage de cette intuition personnelle de la proximité de la mort, parce que vous évoquez également des morts beaucoup plus intimes, des morts beaucoup plus personnelles, de personnes que vous connaissez, dont vous essayez malgré tout de faire le deuil. Comment passe-t-on de ce sentiment d'un deuil de proximité à ce deuil plus large qui inclut donc la vision militante des afrodescendants? Je pense que pour moi, je n'ai pas une frontière très étanche entre mon vécu particulier et puis les espaces dans lesquels je circule. Pour moi, c'est à peu près presque le même objet. Et je peux y penser ensemble. Et puis, la réponse peut-être à cette question, c'est le langage de la poésie qui me permet de faire les deux à la fois. Et pas nécessairement l'un en succession de l'autre. Parfois, effectivement, il y a des choses très personnelles qui sont exprimées dans ce livre. Et il y a des choses qui relèvent plus de l'expérience collective. Mais on ne saura pas toujours qui est quoi. D'accord. Et comment vient l'inspiration? Quelle est l'impulsion première? C'est un mot, un rythme, une nouvelle, une coïncidence? Comment naît un poème? Mais pour moi, c'est toujours tout mon travail de création et particulièrement mon travail d'écriture poétique. Ça relève toujours d'une nécessité de survie. J'arrive à un point où finalement, et c'est la même urgence en fait qui m'habite depuis que je suis enfant, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit mon premier poème enfant. C'est qu'il ne me semble pas que tout ce qu'on me dit me suffit pour exister dans le monde. Et j'arrive toujours à ces moments de saturation où vraiment j'ai l'impression qu'il faudra que je fabrique, si vous voulez, cette espèce de peau d'âne du langage qui me permettra de continuer mon parcours, qui me permettra de continuer à supporter finalement, à supporter ce monde que je ne comprends pas toujours. Et ça, c'est toujours fait à travers la poésie, ou parce que je vois que vous peignez également. Est-ce que il y a une résonance, une correspondance entre le travail de création picturale et le travail sur la langue? Oui, bien sûr. Alors, au début, non. La peinture me semblait une démarche tout à fait séparée, dont je me servais au contraire un peu contre le langage pour arrêter d'être dans le langage. Mais de plus en plus maintenant, toute cette activité s'interpénètre d'une manière tellement profonde que pour moi, ça relève toujours de la même activité et la même activité en question, c'est vraiment l'activité poétique. Et ce même quand j'écris des essais. Pour moi, c'est une activité poétique du faire qui concerne à la fois l'imaginaire et la pensée. Oui, mais ce ne sont quand même pas les mêmes
méthode. Les mêmes méthodes, ce ne sont pas les mêmes Non. préceptes, on n'a pas la même rigueur selon que l'on écrive un essai ou que l'on écrive un poème, par exemple. Ah, je ne sais pas. Hmm. Je n'en ai pas conscience en tout cas. Pour moi, ce sont des activités extrêmement exigeantes. Je crois que Elles sont exigeantes, bien, certes, mais disons que la finalité n'est pas la même. Non, mais aussi, je me suis donné depuis quelque temps la liberté de ne pas prévoir trop à l'avance la finalité. Par exemple, Mourir est beau, ça a été aussi un projet de recherche. Je suis professeur à l'université de Sherbrooke et ma discipline c'est vraiment la recherche-création. Donc cette idée un peu étrange qu'on peut marier ces deux versants de l'activité humaine et la partie recherche, si on veut, si les diviser ainsi, même si moi j'ai de plus en plus de mal, c'était d'aller parler à différents poètes. J'ai fait donc des entretiens et j'ai constitué une archive d'entretiens en parlant à différents poètes, pas très nombreux, je n'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup, pour leur demander quelle était la place de la mort dans leur œuvre. En leur expliquant pourquoi je posais la question, que moi j'étais en train de réfléchir et puis probablement d'écrire bientôt sur ce sujet. Donc ça m'a intéressé aussi d'écouter les réponses de différents poètes pour savoir à la fin comment moi je me situerais. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes fasciné par la mort? Je ne sais pas si je suis fascinée par la mort, je sais que c'est un thème dont je me suis emparée dans ce cycle de ma vie de créatrice, de ma vie de poète. Avant la mort, c'était la folie. La folie m'a occupée pendant au moins 10 ans. Et donc, vous voyez... Ce sont quand même des figures assez, je dirais, terrifiantes. La mort, la folie. Oui. Est-ce qu'il y a des figures plus lumineuses dans votre répertoire, ou est-ce que à travers la mort, vous arrivez quand même à sublimer, à avoir une lueur de... Oui, je crois. Mais ce sera au lecteur de me dire à la fin, mais je ne sais pas si j'y parviens complètement. Mais en fait, dans les deux cas, ce qui m'intéresse, peut-être vous l'avez déjà remarqué, c'est la limite. Je m'intéresse à ces seuils. C'est dialectique, en fait. À ces passages un peu troubles, où on est avec la folie, on interroge les limites de la raison. Avec la mort, on interroge les limites de la vie. Et cette zone grise de la limite me semble, enfin, quoi qu'il en soit, extrêmement importante pour moi dans mon activité de création, parce que j'ai l'impression que ce sont dans ces zones grises que la création est possible vraiment. Alors, je les fréquente. Après, tremblement du réel. Oui, que les choses ne sont pas encore fixées, qu'elles sont incertaines, qu'elles peuvent basculer dans une chose ou l'autre. Ce sont vraiment des zones qui m'intéressent. Des zones de stabilité qui m'intéressent vraiment beaucoup, peut-être parce que moi-même je me sens un peu en marge des choses. D'accord. Et qu'est-ce que cela laisse après comme trace d'être ainsi dans le tremblement, dans l'infinitude du monde, dans cette marge? Est-ce que ça crée un sentiment de libération ou un sentiment d'incertitude? Je suis pas sûre qu'il y a toujours une différence pour moi. Mais une fois que c'est écrit, et que vous avez oui, à la main une œuvre, mais il faut le surmonter. Et que cette œuvre est reconnue, qu'elle se retrouve en finale du prix de poésie du gouverneur général du Canada, c'est quand même une consécration. Est-ce que ça donne plus de densité justement à cette présence ou pas? Je ne suis pas certaine que la consécration par les prix soit vraiment ce qui donne de la densité à l'œuvre. Ce qui lui donne de la densité pour moi, c'est la rencontre avec les différents lecteurs et lectrices. Et je dois dire que depuis que Mourir est beau a apparu au printemps 2025, je ne cesse de recevoir des éloges, des messages, mieux que des éloges, des messages, des résonances, des témoignages de la part de personnes qui ont pris vraiment le temps de se laisser habiter par ce que je leur proposais, qui ont aussi trouvé dans ces poèmes une manière d'exprimer des choses qu'ils n'avaient pas peut-être trouvées eux-mêmes. Et que là, ils pouvaient déposer quelque chose qui leur permettait de continuer par après. Pouvez-vous nous en lire un passage? Oui. Nos corps deviennent des décomptes, audibles du dedans, contenant émiettables de notre rebours accéléré. Nous sommes précipités vers des fins sans issue qui annonceront notre repos, si retardé. Puisque la vie n'est pas pour nous hospitalière, il nous faut garder dans nos appartements mémoire d'une vraie vie qui est ailleurs, mais que nous nous appliquons à oublier.
Nous acceptons ainsi la contrition du froid, du mesuré, de nos corps soudains, illisibles et translucides. Nous acceptons les luttes de peu de conséquences, sécuritaires, repus. Nous renonçons à être, petit bout par petit bout, et nos corps l'ayant compris, affolés soudain de notre peu de présence, précipitent la fin. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. On a le sentiment, justement, d'une poésie de l'intérieur. Oui. Une poésie du dedans. Vous dites à un moment donné, la poésie émerge à travers la peau. On est enseveli par une poussière qui vient du dedans. J'ai beaucoup aimé ce vers, donc, sentiment d'une vraie vie qui serait ailleurs, mémoire d'une vraie vie qui serait ailleurs. Donc, il y a la dimension, donc, du passé, le sentiment, donc, de cette lucidité des choses et le sentiment en même temps d'une sorte d'exil, non? Oui, c'est un poème sur l'exil. C'est un poème sur l'exil. Et donc, vous vivez l'exil comme un arrachement, comme un décentrement? Oui, un décentrement, certainement. Pas toujours un arrachement. Parfois, on arrive dans des espaces qui nous conviennent, même si ce ne sont pas les espaces où nous sommes nés. Mais la condition particulière, les personnes afrodescendantes et les personnes haïtiennes tout particulièrement exilées hors d'Haïti, c'est qu'elles passent d'un lieu où leur émancipation radicale a déjà été proclamée pour arriver à des lieux qui connaissent encore en fait de manière très très profonde, parfois très cachée, leur histoire coloniale. Et c'est alors que commence l'exil. Et c'est alors que commence l'exil, parce qu'un Haïtien n'est pas fait pour vivre en suprématie blanche. Et quel est l'impact que cela a justement sur votre écriture, de vous sentir en décalage? Ah, mais moi, le décalage ne date pas de mon exil. Donc j'ai l'habitude. Oui. Vous étiez déjà en exil intérieur? Oui, je pense que j'étais dans une forme de décalage. J'ai été dans une forme de décalage ou une autre toute ma vie. Parce que ma manière de concevoir le monde... Vous êtes né à Port-au-Prince? Oui, je suis né à Port-au-Prince, oui. Vous avez quitté Haïti à quel âge? Oh, j'étais jeune adulte. J'ai même travaillé à Port-au-Prince. J'ai fait mon premier cycle universitaire. Donc, je suis vraiment à ce stade de ma vie presque moitié-moitié. D'accord. Alors, oui, non, j'ai eu la grande chance d'avoir une enfance, une adolescence et une vie de jeune adulte. Certainement pas toujours très simple, mais en Haïti, et puis ensuite d'avoir construit la deuxième partie de ma vie d'adulte à l'étranger. D'accord. Et quel rôle, quelle place occupe Haïti dans votre inspiration, au-delà de cette dimension donc de l'exil? Haïti me permet, ça va l'air paradoxal ce que je vais dire, mais Haïti me permet de vivre complètement ma liminalité. Parce que comme la question de l'identité a déjà été réglée pour moi il y a plus de 200 ans, je n'ai plus besoin d'y répondre, alors je peux occuper toutes les postures du monde. Donc Haïti, en ce sens, pour moi, demeure très présente dans ma manière très radicale de concevoir la création comme un espace de liberté absolue. Et cette liberté, vous l'exercez donc à travers la peinture, oui, à travers la traduction, oui, dans l'animation d'ateliers, et qu'est-ce qui comment est-ce que vous arrivez à concilier ces différentes casquettes? Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment pour moi, je circule dans ces différents espaces avec très peu de contradictions. Même quand je suis dans le moment de mon enseignement, et j'enseigne beaucoup la création littéraire à l'université, la recherche-création, j'enseigne aussi la littérature de la Caraïbe et puis quelques autres domaines. J'ai l'impression qu'avec mes étudiants et étudiantes, je suis en train de fabriquer quelque chose de nouveau. Donc, d'un certain point de vue, je suis toujours un peu dans la création, quoi que je fasse. D'accord. Et c'est ce qui me convient. Parce qu'on dit que le fait d'enseigner, parfois, ça peut paralyser la création, parce que on enseigne d'une façon qui peut être amenée à répéter des routines, tandis que... Non, pas pour moi, parce que dans l'enseignement, il y a deux choses vraiment qui m'intéressent principalement dans l'enseignement. C'est la possibilité, par l'enseignement, d'émanciper d'autres sujets.
de participer de manière plus modeste à l'émancipation d'autres sujets, de les accompagner dans ce cheminement-là, surtout à l'université, mais pas que. L'université de Sherbrooke. Oui, je suis à l'université de Sherbrooke. Canada. Et puis, la deuxième chose qui m'intéresse dans l'enseignement, c'est de continuer à penser, mais en relation. D'accord. Et ça me correspond tout à fait, oui. C'est la partie que je préfère dans mon activité d'université. Quelle est la place de la langue en tant que matière sonore de création? Est-ce que c'est un travail particulier Oui. C'est un travail très précis de la langue que j'essaie d'exécuter et que j'exécute, je pense, de mieux en mieux dans ma poésie. C'est une démarche qui a commencé. En fait, l'écriture poétique, comme je l'ai déjà laissé soupçonner, c'est vraiment mon activité de création la plus ancienne. Et donc, je crois être arrivé à un point où j'ai acquis une expérience, si vous voulez, dans cet artisanat. Le travail précis que je fais de la langue, c'est d'essayer non seulement de la renouveler par toutes sortes de méthodes et de moyens. Le rythme est une méthode, la disposition sur la page est une autre méthode, mais surtout à densifier le mot pour qu'il puisse être lu dans plusieurs directions à la fois. Par exemple, le peu ou l'absence de ponctuation qu'il y a dans ce recueil en particulier peut conduire les lecteurs ou les lectrices à lire un vers avec ce qui précède ou bien à le lire avec ce qui suit. Parfois, il y a des formes de regroupement de paragraphes ou de strophes qui sont faites, mais des fois, vraiment, c'est très incertain. D'accord. Mais en fait, c'est que les deux lectures sont prévues. On peut faire un glissement littéral par la proximité de deux vocables. Oui. D'accord. Ou par la résonance qu'on repère. Et donc, c'est un travail assez précis. Vraiment une dimension spatiale. Oui, très importante. Extrêmement importante. Au point où, quand je livre mon manuscrit à l'éditrice, je crée une version image pour que le graphiste reproduise très exactement la disposition des mots sur la page. De manière absolument identique. C'est-à-dire que c'est très important pour moi parce que, à travers le rythme des mots et la disposition sur la page, ce que j'essaie de faire, une des choses que permet le langage poétique, c'est que quand on écrit je, au moment où on l'écrit, il s'agit de jeu proche de soi, quoique, mais quand le lecteur lit, c'est de lui qu'il s'agit. C'est déjà un autre. C'est déjà un autre. Alors la poésie fait vraiment un peu cette alchimie très particulière où elle habite le corps des personnes qui le lisent. Et elle essaie elle s'ajuste ou elle modifie leur rythmique intime. Donc c'est un travail de la langue très très particulier. D'accord. dont j'ai de mieux en mieux conscience. Quelle est la place du créole dans votre projet? Le créole est là. Le créole apparaît parfois de manière très visible. Je mets des mots en créole dans le texte. Il n'y en a pas beaucoup que je fais apparaître de cette manière-là. Mais quand même, c'est toujours très important. Il arrive toujours à un moment très important dans le texte. Mais aussi, il est là par la rythmique aussi du français que je modifie vers le créole. Et puis, il est là dans l'interprétation lexicale aussi des mots qu'on peut lire. On peut lire comme on lirait en français dit international ou qu'on peut lire avec une résonance très particulière aussi. En fait, c'est ce que je m'ingénie à faire de mieux en mieux, c'est-à-dire de multiplier les possibilités de la langue au moment où j'écris. Et de le faire avec une grande économie. Avec très peu de moyens tout de suite visibles. Avec de viser vraiment une sorte d'austérité presque dans l'écriture. C'est-à-dire austérité dans le choix des mots, mais polysémie dans leur résonance et oui, de les condenser. La possibilité. Oui. Et c'est un travail de longue haleine. Pour écrire Mourir est beau, j'ai écrit de manière quasi continue pendant au moins les 4 dernières années, ou les 5 dernières années où ce projet m'occupait vraiment. Et après, le moment de la réécriture est arrivé, où j'ai fait des sélections, décanter, choisir, condenser, rassembler, étayer et organiser, parce qu'on n'a pas encore parlé de la structure de Mourir est beau, qui est très importante. C'est-à-dire que vraiment le livre est divisé en la vie pour la mort, et puis là vous entendez l'expérience un peu nord-américaine. Hein. C'est une vie qui est destinée à la mort. La mort pour la mort, où vraiment on est cerné, on est environné par cette question de la mort pour la vie, et puis ça c'est à partir de l'hymne national haïtien. Pour arriver à la vie pour la vie, et bien sûr une veillée à la fin, comme toute personne caribéenne qui se respecte, mais une veillée à la fin. Alors, cette structuration aussi, c'est une sorte de déclinaison qui fait évoluer la poésie de la mort vers la vie. En passant par le deuil. En passant par le deuil, bien sûr. Mais aussi en passant par une conception de la mort
où il y a une cohabitation avec les morts. Une continuité, en Une fait. continuité et une... Parce qu'on peut s'adresser aux morts, Oui, bien ils peuvent sûr. intercéder, Ils peuvent parler, nous ils peuvent répondre. parler, ils ne sont... C'est-à-dire, cette continuité entre la vie et la mort, s'agit-il d'un compromis esthétique ou d'un pur fantasme? Est-ce que vous y croyez? Je pense que j'y crois. Donc ce n'est ni un compromis esthétique, ni un fantasme. D'accord. Vous l'assumez? Oui, oui, pourquoi pas. En tout cas, le résultat est vraiment sublime. On prend plaisir à vous lire. J'aimerais prendre le temps de lire un autre extrait. Oui, si vous en avez un à proposer, peut-être? Non, je suis toujours curieuse de voir ce que les gens choisiront. J'aime beaucoup, par exemple, Comme si. Ouais. Tout se passe comme si j'étais seule, debout, droite, sans le savoir, au cœur d'un long effritement. Je ne laisse finalement qu'un tout petit cercle. Le plus réduit des cercles, où il faudra décider quoi mettre, quoi abattre, quoi poser, dans l'abjection d'être resté quand tous sont anéantis. Quelque chose de plus petit encore, qui ressemble à la joie. Je trouve ça magnifique parce que le poème raconte une situation d'effritement, comme vous dites, de fin du monde et de réduction de l'être à sa plus simple expression dans un tout petit cercle. Et dans ce tout petit cercle, vous cherchez quoi mettre, quoi abattre, et finalement, quelque chose qui ressemble à la joie. Comment passe-t-on justement de ce désespoir physique, presque, à ce sursaut? En le choisissant. Et puis c'est ça peut-être le point commun finalement entre toutes ces expériences-là, que ce soit de ces populations ou que ce soit de moi-même, c'est le courage de choisir la vie et le courage de choisir la joie, comme une décision prise face aux possibilités nécrophages qui nous sont proposées. Je trouve que c'est la plus belle définition que l'on puisse donner de l'âme haïtienne. Oui. Le choix du courage. Oui. Le choix de la mort qui débouche sur la beauté, qui débouche sur la joie. Alors, j'ai deux petites questions aussi à vous poser de façon, je dirais, pas fortuite, mais quand même pour voir qu'est-ce qui, par exemple, dans la réalité, dans l'actualité d'Haïti, a pu avoir ou pas un impact sur votre travail. On parle de problèmes sociaux, de crise, de violence, de racisme, de société violemment masculiniste. Est-ce que ce sont des éléments qui impactent ou pas votre œuvre? Oui, certainement. Et puis clairement, aujourd'hui, quand on regarde Haïti, on voit vraiment qu'il s'agit de peuples qui se débat avec l'énergie du désespoir pour assurer sa propre continuité, pour assurer sa propre survie. Mais toutes ces questions, évidemment, m'affectent individuellement et bien sûr, en tant qu'artiste, évidemment. Évidemment. Même à distance. Je pense que peut-être même, si on faisait les comptes, les Haïtiens qui vivent à l'étranger ont encore plus besoin d'Haïti que les Haïtiens qui ont la douleur, la difficulté de vivre Haïti au quotidien. D'accord. C'est comme si il y avait les Haïtiens qui vivent à l'étranger ont besoin, comme tout Haïtien, qu'Haïti continue d'exister. Et ce que l'on constate aussi, c'est que, en dépit de ces difficultés, de ces crises, ça n'empêche pas le pays d'avoir une véritable floraison d'artistes, oui, ça va ensemble. de poètes qui... comment comprendre ce paradoxe de l'extraordinaire intensité de la production et la désolation physique, sociale, environnementale? Oui, mais plus on était probable, plus on doit s'imaginer vivant pour continuer à exister. Et Haïti n'a pas cessé de le faire depuis sa fondation. C'est-à-dire que c'est assez improbable qu'un pays qui vient d'être fondé donne naissance à la première revue littéraire et scientifique des Amériques. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé en Haïti. C'est assez improbable qu'un pays à peine fondé, avec une population très peu alphabétisée, commence d'emblée à produire une des littératures francophones les plus importantes du 19e et du 20e siècle.
Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et c'est assez improbable qu'un pays qui a très peu d'académies d'art soit littéralement couvert de peintures, de tableaux, de sculptures. Et pourtant, c'est ce qui se passe toujours en Haïti. Donc il y a une urgence vraiment. Yannick Laez, dans sa grande conférence au Collège de France, disait qu'il y avait une urgence d'habiter. Moi, j'aimerais continuer cette idée en disant qu'il y a une urgence même d'exister dans l'expérience haïtienne. Et donc c'est pour ça qu'Haïti ne sera jamais à court d'artistes, de créateurs, ça c'est sûr. Ça fait penser à la salamandre qui ne peut prospérer que dans la proximité du feu et au milieu du brasier. Oui, mais attends, oui, c'est une bonne analogie parce que le brasier peut être lu dans les deux sens. C'est-à-dire à la fois ce qui détruit, mais aussi ce qui permet. Le foyer, la lumière. Foyer, la lumière, oui. La lumière qui détruit, mais oui. La lumière qui... Oui. Et voilà. Qui féconde. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et après, il faudra faire mieux parce qu'il ne suffit pas d'imaginer, il faut aussi arriver à vivre. Alors, comment justement passer de cette capacité exceptionnelle à vivre dans des situations extrêmes, mais ça reste quand même douloureux. Oui, c'est insupportable. À une situation qui serait moins tourmentée, peut-être moins héroïque, mais plus acceptable et plus équitable pour tout le monde. Comment imaginer une passerelle d'un état à un autre? Ben, je ne sais pas si je suis la meilleure pour répondre à cette question. Moi, j'écris de la poésie. D'accord. Mais moi, je pense que... Est-ce que ça voudrait dire que pour créer, il faut souffrir? Non. Parfois, pour créer, il faut arrêter de souffrir. C'est très important. Parce que quand on est dans la souffrance la plus extrême, on est tétanisé. On est dans la répétition du traumatisme, on est dans la répétition de la douleur, et puis il est impossible même d'imaginer une suite. On est dans la violence. Oui. Donc non. Non, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Moi, je pense que je ne peux pas donner de réponse précise. J'ai quitté Haïti depuis plus de 20 ans maintenant. Mais je n'arrive pas à me convaincre que le peuple haïtien ne finira pas par trouver une solution. C'est peut-être de la pensée magique de ma part. Il ne faut pas faire confiance aux poètes. Ils ne sont pas sages. Et qu'est-ce que le fait d'être une femme apporte de spécifique à votre souffle poétique? Est-ce que vous pensez que vous auriez écrit différemment si vous n'aviez pas été une femme? C'est difficile à dire. Je pense que de toutes les manières, les poètes sont un peu à l'extérieur des catégories de genre. Des catégories sociales, les catégories. Les poètes sont un peu justement à la limite des choses. C'est ce qui les oblige peut-être à écrire de la poésie. Pourtant, on n'échappe pas à sa condition quand même. Oui, je n'essaie pas de dire que je n'habite pas mon genre. C'est très précieux pour moi. Alors, je réclame beaucoup cette identité de femme. Je me réclame d'une longue lignée de féministes haïtiennes qui, je considère, ont été peut-être les meilleures à formuler ce qui serait une possibilité de créer la vie, à la fois en Haïti, mais aussi à l'extérieur d'Haïti. Cette perspective du féminin est extrêmement importante dans mon livre et dans tous mes livres. Et je ne sais pas si vous avez cet aperçu, mais plus on avance, plus on progresse vers la vie, plus les choses se féminisent dans le livre. Bien sûr. J'ai essayé ça. C'est très important pour moi. Et est-ce que vous pensez, par exemple, ce sont elles qui tiennent la vie, que la société haïtienne soit une société plutôt favorable aux libertés féminines, ou serait-ce une société réactionnaire? C'est une société où la violence contre les femmes est d'autant plus grande que les femmes haïtiennes ont en fait beaucoup de pouvoir. Et on remarquera toujours que dans les périodes de crise en Haïti, les premières qui sont les plus affectées, les plus agressées, les plus attaquées, ce sont les femmes. Parce que la pensée des femmes, la voix des femmes, la place des femmes en Haïti est centrale à la possibilité même d'Haïti. J'en suis de plus en plus convaincue. Est-ce que mourir est beau quand on est une femme? Est-ce que mourir est beau quand on tombe sous les coups d'un homme
quand on est victime d'une féminicide, est-ce que cette dimension, elle peut aussi avoir une consécration héroïque? C'est de l'héroïsme. Parce que malgré tout cela, les femmes continuent de proposer des possibilités de vie dans ce pays. Et c'est là l'héroïsme. L'héroïsme n'est pas dans le fait d'être victimisé par la violence extrême. L'héroïsme est dans la persistance, l'obstination de continuer à amener les enfants à l'école, de continuer à leur enseigner la vie, même au moment où les possibilités d'être tués sont très, très grandes. C'est là l'héroïsme. Et de continuer à écrire alors que les conditions de lecture et d'écriture sont extrêmement difficiles. Donc, tout à fait, oui. Dans un pays. Est-ce que ça vous arrive de retourner en Haïti? Ça m'est arrivé à quelques reprises. Pas autant que je l'aurais voulu, malheureusement. Et vous espérez y retourner bientôt? J'espère y retourner. Et vous êtes lu en Haïti? Je pense que je suis lue en Haïti. Mon travail à la fois de penseuse et puis mon travail de poète est connu en Haïti, je crois. J'ai participé, j'ai reçu la demande de publier ma poésie dans le premier numéro de la nouvelle revue féministe haïtienne à l'assaut. Et j'en ai été très honorée. La fatigue est un pays. Ici, dans l'avion, une fatigue immense s'étend comme un pays. Tu étais encore là, la dernière fois. Tu devais bien partir en premier, c'était prévu. Je ne savais pas que tu partirais d'un coup, que je n'aurais pas le temps de te voir chez toi, de te dire adieu. Je ne savais pas que tu n'appellerais pas pour dire que tu étais parti. Je porte ces détresses, la mer de mes mémoires est de lourdes coulées. Et je ne sais plus avec qui me les accorder. L'adieu occupe une place importante dans votre L'adieu. culture. Ah, on m'avait jamais dit ça comme ça. C'est intéressant. Parce que moi, j'associe beaucoup cette question de l'adieu. C'est possible, oui. Je dirais oui. Mais oui, l'adieu, ça me fait tout de suite penser à la poésie de Yannick Jean, une poète que j'admire beaucoup. Oui. Quand elle écrit « Lors, l'adieu sera à la femme une chose brûlante ». Oui. Il y a un poète portugais également, Pessoa, qui dit, à propos d'une cloche, il dit, à chacun de tes battements, je sens le passé plus lointain et plus proche de la nostalgie. Sentiment d'une nostalgie qui habite et qui traverse votre travail. Oui, je sais pas si c'est de la nostalgie tout à fait. Je pense qu'il y a une sorte de réclamation. Et puis, il y a une exigence de mémoire, c'est sûr. Une exigence de mémoire. Une capacité de vivre avec toutes sortes de mémoires aussi. Qui est la condition de surmonter en fait l'adieu. Oui, mais qui est la condition d'écrire de la poésie tout simplement. J'aimerais répondre à ce poème par un poème. C'est possible? Avec plaisir. Et là, on élargit le champ, vous allez voir, parce que ce poème s'appelle Défilé, justement. Ce sont tes pas mêmes qui sont un chant de deuil. Pieds de sable, pieds de poussière. Tension rectiligne chargée de conjurer la vie, comme des remparts faits de corps en morceaux. Pieds de sable, pieds de poussière. Trouvez les morts qui ont tué l'empereur. Emportez le sac des restes. Tentez pendant des siècles d'inverser le geste des couteaux. C'est magnifique. Un bel hommage à Défilé. Oui. Un bel hommage également à l'empereur Dessalines. En ce mois de consécration, de célébration de son tragique décès. Voilà. C'est sur ces vers que nous prenons congé de Stéphane Martelly, mais pas de son œuvre. Je vous invite encore les unes et les autres à lire, si vous ne l'avez déjà fait. Donc, Mourir est beau, un magnifique recueil qui, je le rappelle, est finaliste pour l'attribution du prix de poésie du gouverneur général du Canada. Merci encore. Merci beaucoup, Marie-Théodore. Merci pour cette belle conversation. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.